Nous abordons la féodalité dans l'Empire germanique au Moyen-Âge classique, c'est-à-dire du XIe au XIIIe siècle. La féodalité est un système d'organisation sociale, c'est également une construction politique qui a existé un peu partout en Europe, au Moyen-Âge, mais il ne faudrait pas pour autant imaginer qu'elle a pris les mêmes formes dans les différents pays. Autrement dit, la féodalité dans l'Europe du Nord, en Europe occidentale, en Europe centrale et dans les régions méditerranéennes, eh bien, on ne peut pas dire que la féodalité donc a eu partout donc les mêmes formes. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, la chronologie n'est pas la même. Elle n'est pas apparue partout au même moment et elle n'a pas disparu partout au même moment non plus. Enfin, troisième élément, elle a revêtu des caractères qui ne sont pas semblables. C'est la raison pour laquelle il m'a paru intéressant de ne pas faire un chapitre unique sur l'histoire de la féodalité européenne et de scinder l'étude de ce phénomène qui est social mais surtout politique en plusieurs parties et en particulier de traiter aujourd'hui donc l'histoire de la féodalité dans l'Empire germanique. Premier problème, quand on fait de l'histoire, c'est celui des sources. Il apparaît que pour aborder la féodalité en Allemagne, on se trouve devant des sources qui sont tout d'abord maigres, ensuite des sources qui sont tardives. De fait, il faut attendre la deuxième moitié du XIIe siècle pour être un peu mieux informé sur ce phénomène. Parmi ces sources, on trouve le dossier consacré à Henri le Lion, et en particulier les pièces relatives à son procès. Il y a d'autre part des documents réglementaires de l'époque de Frédéric Barberousse, autrement dit Frédéric Ier, l'empereur germanique. Vous avez également des textes réglementaires de l'époque de Frédéric II, son petit-fils. Et vous avez enfin des sources narratives, des sources littéraires, qui sont, d'une part, le miroir des Souabes. Les Souabes sont un peuple donc de l'Empire germanique, et d'autre part, le miroir des Saxons, qui est un autre peuple de l'Empire germanique. Donc vous voyez 4 types de sources principaux. Donc, je vous le disais, ces sources sont tardives, elles sont peu nombreuses, et on peut dire qu'à l'inverse d'autres pays européens, surtout la France, il va falloir attendre la fin du XIe siècle, voire le XIIe siècle, pouvoir s'installer
la féodalité qui va dès lors prendre les formes, des formes qui vont se fixer à partir du XIIe siècle. Donc c'est tardif par rapport à la France et même par rapport à l'Angleterre. Parce que la féodalité en Angleterre, comment dirais-je, prend sa forme, je dirais, presque définitive après la conquête du territoire par Guillaume le Conquérant, après la bataille d'Hastings en 1066. Voilà, ça c'est pour le problème des sources. Maintenant, on va voir quelles sont les spécificités de la féodalité, plus particulièrement donc en Allemagne. Après, toutefois, vous avoir expliqué pourquoi c'est si tardivement que la féodalité s'installe. En fait, je vous ai dit que la France est en avance, ou l'Allemagne est en retard, c'est comme on voudra, c'est une question de point de vue. C'est effectivement des marges occidentales de l'Empire germanique que vient la féodalité. En effet, on remarque que celle-ci est installée au XIe siècle en Lotharingie, donc en Lorraine en particulier, en Bourgogne et en Provence. Ceci peut peut-être vous étonner un petit peu, mais tous ces territoires faisaient partie de l'Empire germanique. Même si l'on y parlait essentiellement des langues et des dialectes romans, c'est-à-dire issus du latin. On voit progresser dans la chronologie donc la féodalité d'ouest en est. Spécificité maintenant de la féodalité germanique. Les Allemands, pour faire bref, en tout cas les habitants de l'Empire germanique, puisqu'en fait il s'agit du Saint-Empire romain de la nation germanique, ont un sens aigu de la hiérarchie, et c'est ce qui explique que la notion de vassalité telle qu'elle est comprise en France à la même époque rebute souvent les germaniques. Le terme de vassus, qui a donné le terme vassal, impliquant une idée de statut inférieur, voire servile, pour les Allemands. D'où une méfiance à l'égard de ce système. Ensuite, et les deux sont bien entendu liés, c'est que ce système hiérarchique implique une pyramide stricte dans laquelle on ne peut pas être en même temps seigneur et vassal. Autrement dit, ou plus exactement, être mis sur le même pied que d'autres vassaux vis-à-vis d'un seigneur, et être parallèlement pour l'une de ces terres, par exemple,
vassal d'un de ses égaux. Ça ne va pas dans l'esprit germanique de l'époque. Donc, quand vous êtes vassal d'un seigneur et que vos égaux sont également vassaux de ce même seigneur, il est inimaginable donc que vous soyez vassal en même temps d'un seigneur qui vous est nettement, très clairement supérieur, et en même temps vassal de quelqu'un qui est sur le même pied que vous. Parce que dans le système féodo-vassalique, vous pouvez pour une terre être le vassal de quelqu'un et parallèlement être le supérieur de ce même vassal éventuellement pour une autre terre. Vous comprenez, ça peut être assez compliqué tout cela à gérer. C'est ainsi par exemple que la ligesse qui existe en France à la même époque, qui existe aussi en Lorraine, qui est une terre intermédiaire, donc qui est une marge de l'Empire, eh bien la ligesse ne va pas exister, ou très peu, en Allemagne. Alors c'est quoi le système de la ligesse? Ça veut dire que quand vous êtes vassal de deux seigneurs différents, eh bien il y en a un des deux auquel vous devez des devoirs militaires en priorité par rapport à l'autre. Imaginez que vous êtes vassal donc de deux seigneurs qui sont en conflit, qui sont en guerre. Que faire dans ce cas-là, puisque vous êtes vassal des deux seigneurs? Donc il y a un vrai problème qui se pose. Eh bien, en France, il y a un système qui prévoit que l'on ait l'homme lige, c'est-à-dire que l'on a un seigneur en priorité par rapport à un autre. Donc on va se mettre du côté de ce seigneur-là, plutôt que de l'autre seigneur, alors que vous êtes donc vassal des deux seigneurs, parce que sinon vous devenez schizophrène. Hein? C'est pas possible. Eh bien en Allemagne, ce système de ligesse ne va pas fonctionner, parce qu'il y a ce sentiment très fort sur le plan hiérarchique, et ils sont dans une pyramide simple qui refuse donc une complexité des rapports que l'on trouve bien souvent dans le système féodo-vassalique. Il ne faut pas oublier aussi que quand je parle ici de société féodale, tous ceux qui vivent dans l'Empire germanique ne sont pas concernés par la féodalité en tant que telle. La féodalité ne concerne que la superstructure de la société, c'est-à-dire ces individus qui appartiennent à la noblesse, pour faire bref, qui sont au sommet de la hiérarchie sociale. Alors quand je dis au sommet, ça peut être au niveau d'un village, bien entendu. Ce sont des gens qui ont un lien politique avec quelqu'un qui leur est supérieur, mais les paysans ne sont pas touchés du tout en quoi que ce soit par ce système politique. Donc un paysan n'est jamais vassal d'un seigneur. Par contre, si vous êtes chevalier, membre de la noblesse, vous serez presque toujours vassal de quelqu'un d'autre. L'ambiguïté vient d'où, en fait? Eh bien, l'ambiguïté, je crois, puisque vous êtes des futurs profs d'enseignement secondaire, vient du terme seigneur. Vous savez que le terme seigneur signifie d'une part, comme je l'explicitais il y a quelques instants, celui auquel, dans le cadre du rituel féodo-vassalique, on va rendre hommage. Ce sera celui-là, ce seigneur qui va vous donner, le cas échéant, une motte de terre, un fétu de paille, représentant donc le bénéfice que vous recevez, donc le fief, le feodum, ou le feudum.
donc F-E-U-D-U-M ou F-E-O-D-U-M, qui a donné le mot féodalité, tout simplement. Féodum, ça veut dire le fief. Dans ce cas-là, on va voir dans quelques instants tous les devoirs et les obligations de part et d'autre, il y a un lien politique entre le vassal et son seigneur. Mais il se fait que le mot seigneur a également une autre signification qui est celle de celui qui possède un certain nombre de droits sur des paysans, droits judiciaires, droits économiques, droits fiscaux, par exemple, et que l'on étudie dans le cadre de l'analyse de la seigneurie. Vous avez eu un cours avec moi il y a un mois et demi, je crois, sur ce sujet-là. Dans ce cas-là, un seigneur peut percevoir des taxes, comme par exemple le ton-lieu, il peut percevoir également le fort-mariage, il peut percevoir également la morte-main, ou la main morte, comme vous voulez, il peut exiger également le service d'ost de l'armée, il a le droit de gîte également, il peut percevoir également la corvée, le sens, voilà, n'oubliez pas les banalités, je vous en ai déjà parlé aussi, donc je ne vais pas faire ici l'inventaire des droits qu'un seigneur peut percevoir sur ses paysans. Il se fait que le même mot est utilisé dans les deux cas. Et c'est ce qui brouille évidemment les pistes et ce qui fait que souvent, quand on parle de service seigneurial et système féodal, on croit que c'est la même chose alors qu'il ne s'agit pas de la même chose. L'un, le système seigneurial, est davantage un système d'exploitation économique, tandis que le système féodo-vassalique est un système de relations sociales, de dépendance, de liens d'homme à homme. C'est surtout un système d'organisation politique à une époque où le pouvoir central est émietté entre des féodaux, justement. Entendu? Alors maintenant, on va voir plus précisément quelles sont les caractéristiques de ce système féodal, donc en Allemagne, dans l'Empire germanique. À l'origine, la guerre était une affaire de fantassins, si je puis dire. On combattait à pied. Puis, progressivement, la cavalerie, ou plutôt le combat à cheval, est devenu l'arme dominante, le moyen de défaire l'ennemi le plus sûrement. Les conflits se multipliant, à l'époque où les féodaux et les seigneurs en Allemagne cherchent à se constituer des États. Il peut y avoir des grands États comme de tout petits États, d'ailleurs. Des châteaux vont être édifiés. Des châteaux qui vont être construits un petit peu partout en Allemagne, 12e, 13e, un peu partout. Être seigneur, avoir son château, est d'ailleurs souvent synonyme de Ritter, au pluriel, donc les chevaliers. Et c'est synonyme souvent aussi de vassal. Pas toujours, car la vassalité couvre un secteur beaucoup plus large. Il y a des vassaux qui ne sont pas chevaliers. Le mot Ritter a donné le mot reître en français. Vous avez entendu ce terme sans doute pour le XVe, XVIe siècle.
Alors ces châteaux, je vous ai dit, sont construits un petit peu partout et peuvent prendre des formes différentes. Il y a bien sûr les châteaux classiques qui sont construits au bord, près d'un pont, près d'un gué. Mais il y a aussi, si vous allez dans la vallée de la Moselle ou dans la vallée du Rhin, des châteaux qui sont construits à des endroits excessivement difficiles d'accès. Vous avez comme ça des parois aveugles qui sont construites et des châteaux et des tours qui sont très très élevés. Ce sont d'ailleurs ces parois aveugles qui expliquent le suffixe Stein en allemand, S-T-E-I-N, c'est l'équivalent de steen en néerlandais, à la pierre. Et donc, quand vous voyez quelqu'un en Allemagne dont le nom se termine par Stein, eh bien c'est souvent quelqu'un qui soit possédait un château ou tout simplement quelqu'un qui vivait au service d'un seigneur dans ce château et qui appartenait à ce qu'on appelait les ministériaux, c'est-à-dire du personnel non libre, mais qui était donc à la disposition des seigneurs. Alors il y a des châteaux qui ont été mis au bord de l'eau, d'autres près de lacs, etc. Et c'est ce qui explique que vous avez des noms différents. Par exemple, Wassenburg, donc W-A-2-S-E-R-B-U-R-G, Wassenburg, ça veut dire en fait le bourg, mais pas comment dirais-je, c'est plutôt la citadelle au bord de l'eau, Wasser, water, ou bien si vous prenez le cas de Inselburg, ça veut dire le château sur une île, Inselburg, par exemple. Alors maintenant, il faut distinguer la vassalité de la féodalité, même si les deux se sont imbriqués et n'ont plus formé à un moment donné un système unique, homogène. Alors la vassalité, c'est un système social dans lequel il existe des liens d'homme à homme, donc entre un vassal et son seigneur, mais qui n'impliquent pas obligatoirement l'existence d'un bénéfice, en tout cas à l'origine, qui permettent au vassal de vivre. La féodalité, qui va former un tout avec la vassalité, c'est un système où, pour pouvoir aider le seigneur sur le plan militaire lorsqu'il en a besoin, le vassal reçoit un bénéfice qui va souvent prendre la forme d'une terre, pas toujours à l'origine, ça peut être une somme d'argent éventuellement, mais la plupart du temps il s'agit d'un élément réel. Le mot réel vient du mot res en latin qui veut dire la chose, donc réel, ça s'oppose à personnel. Donc un élément réel que l'on appelle le fief et qui permet au vassal d'avoir de quoi se nourrir et d'avoir de quoi s'équiper, parce qu'il a des revenus, pour pouvoir aider justement le seigneur à faire la guerre. Cet élément réel, donc le fief, va devenir de plus en plus fréquent et va se généraliser à un moment donné. Il s'agit maintenant de vous donner des précisions un peu plus complètes sur justement ce que sont les droits et les obligations des vassaux et des seigneurs les uns vis-à-vis des autres. En fait, le seigneur a une fonction essentiellement de protection de son vassal. Il est là pour le protéger, puisqu'il est plus puissant, matériellement parlant, sur le plan militaire. Il peut l'aider s'il est attaqué. Donc ça, c'est la fonction essentielle du seigneur.
Maintenant, le vassal, lui, en compensation, si je puis dire, a toute une série d'obligations qui sont parfois très lourdes à supporter. Là aussi, il faut faire la distinction entre l'Allemagne et la France, par exemple. C'est pour ça que, dans mon introduction, j'ai dit que j'allais aborder la féodalité de manière plus spécifiquement dans le cadre de l'Allemagne. Les obligations du vassal vis-à-vis de son seigneur sont au nombre de 3. Il y a tout d'abord ce que l'on appelle le servicium, avec un T en latin, servicium. Il y a ensuite l'auxilium, A-U-X-I-L-I-U-M. Et il y a enfin une troisième obligation qui est le consilium, C-O-N-S-I-L-I-U-M. Ça va, le servicium, l'auxilium et le consilium. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a tout d'abord, on va commencer peut-être par l'auxilium, qui est l'aide financière. Cette aide financière, elle n'est pas très lourde. Pourquoi? Enfin, c'est pas pourquoi, mais ça s'explique parce que, contrairement au système féodo-vassalique français contemporain, il n'y a pas en Allemagne l'aide aux 4 cas. Dans la féodalité française, il y a effectivement l'aide aux 4 cas. De quoi s'agissait-il? Bien, l'aide aux 4 cas, c'est que le vassal doit une aide financière à son seigneur dans 4 cas. Le premier cas, c'est lorsque le fils aîné du seigneur devient chevalier, lorsqu'il est adoubé. Il y avait effectivement une aide des vassaux pour payer son équipement. Ensuite, il y avait un deuxième cas où l'aide financière des vassaux est exigée par le seigneur, c'est lorsque la fille aînée du seigneur se marie. Donc pour contribuer à la dot, la constitution de la dot de cette dite fille aînée. Il y avait un troisième cas, c'est lorsque le seigneur partait en croisade. Donc là, il y avait une aide financière qui était prévue pour que le seigneur soit complètement équipé. Et enfin, quatrième mesure, quatrième cas, c'est lorsque le seigneur était fait prisonnier, il fallait contribuer à la rançon, au paiement de la rançon qui était exigée. Alors, aujourd'hui, rançon, ça vous fait penser tout de suite à des groupes terroristes, mais il faut se dire qu'il était très très fréquent au Moyen-Âge, lorsqu'un seigneur était fait prisonnier, que ceux qui l'avaient fait prisonnier exigent une rançon. C'était très fréquent et ça n'avait rien, je dirais, de déshonorant que de demander une rançon. C'était dans les mœurs de l'époque. C'était le cas, par exemple, lorsque Richard Cœur de Lion, alors là on n'est plus en Allemagne ou en France, lorsque Richard Cœur de Lion, qui règne à la fin du XIIe siècle en Angleterre, a été fait prisonnier lors du retour de Terre Sainte, où il avait participé à une croisade, avec un roi de France d'ailleurs, et avec un empereur d'Allemagne, Philippe Auguste pour le roi de France et Frédéric Ier Barberousse du côté de l'Allemagne. Eh bien, Richard Cœur de Lion a été fait prisonnier pendant une certaine durée, ce qui arrangeait bien, vous connaissez le dessin animé de son frère Jean Santerre, bien entendu. Eh bien, donc, il était fait prisonnier par le duc d'Autriche Léopold, et il a dû, ses vassaux ont dû s'exécuter. Voilà. Il y aura d'autres rançons.
sont par la suite, vous savez, par exemple, François Ier était fait prisonnier par Charles Quint après la bataille de Pavie, etc. Donc, pendant la guerre de Cent Ans, Jean II le Bon, au milieu du XIVe siècle, a été fait également prisonnier par les Anglais pendant un certain temps. Donc, c'était fréquent, ce genre de choses. Voilà. Donc, vous avez retenu les 4 cas. Or, ce système n'existe pas en Allemagne. Et donc, les charges financières, dirais-je, que doivent payer les vassaux, il en existe, mais elles sont relativement faibles. Il y a une deuxième obligation à côté de l'auxilium financier. Vous avez également donc le consilium. Alors, le consilium, c'est que le seigneur peut réunir, alors là, c'est stipulé oralement X fois par an, enfin bon, à un moment donné, les vassaux vont, en tout cas dans certains cas, demander à ce que ce soit précisé, le nombre de fois où ils peuvent être appelés, entre autres choses. Eh bien, donc, les vassaux peuvent être appelés par le seigneur au conseil du seigneur, pour le conseiller pour différentes choses. Par exemple, je ne sais pas, sur une alliance matrimoniale, sa fille avec un autre seigneur, par exemple. Mais ça peut être aussi, et je dirais même de plus en plus surtout, pour des raisons judiciaires. C'est-à-dire que le seigneur va faire appel à ses vassaux pour juger un de leurs pairs. Donc, si l'un des vassaux a failli et félon, eh bien, le seigneur réunit son conseil pour savoir ce que l'on va faire de ce vassal félon. Il peut réunir, bien entendu, également ses vassaux pour juger de toute une série de choses, pour faire le procès. Donc, ce n'est pas seulement dans un cas de félonie, ça peut être pour la haute justice, quand il y a des crimes, des choses comme ça. Voilà. Entendu? Alors maintenant, vous vous souvenez qu'il y avait 3 aides, ou plutôt 3 obligations. Je vous ai parlé de la première qui est l'auxilium sur le plan financier. Je vous ai parlé ensuite du consilium, sur le plan principalement judiciaire. Et puis enfin, vous avez le servicium. Alors c'est là évidemment, c'est cette charge-là qui est la plus lourde. C'est la charge la plus lourde. Parce que quand le seigneur fait la guerre, les vassaux sont tenus de faire partie de son armée, si je puis dire. En fait, dans le système féodo-vassalique, ce sont des armées privées. L'État est pratiquement inexistant, si vous voulez. Donc, en fait, quand ce que j'appellerais un comte, un baron, un marquis décide de faire la guerre, il appelle ses vassaux. Donc, ce sont des guerres privées. Ces guerres privées sont nombreuses. Il y a un moment particulier où les vassaux sont appelés, et quand je dis les vassaux, ça va très haut. L'empereur est entouré de princes qui sont eux-mêmes des ducs qui dirigent leur duché, leur principauté territoriale. Et l'empereur peut faire appel à eux, et c'est pas qu'il peut, il le fait systématiquement, il fait appel à eux, lorsqu'il fait son fameux voyage à Rome, lorsqu'il est roi des Romains, pour pouvoir être couronné empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique. Tant que l'empereur n'a pas été à Rome pour se faire couronner par le pape, il n'est pas empereur au sens réel du terme. Il est roi de Germanie, si vous voulez, mais il n'est pas empereur. C'est ce qu'on appelle le voyage à Rome, le Römerzug. Donc le voyage romain, littéralement, Römerzug. Beaucoup de princes trouvent ça extrêmement lourd, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, donc quand l'empereur décide, ou
l'empereur, le candidat empereur décide de se faire couronner à Rome, eh bien ça prend des semaines, ça prend des mois, hein, que d'aller d'Allemagne en Italie avec toute son armée, enfin une grande partie de son armée. Donc vous voyez, ça peut être très très lourd pour les vassaux qui l'accompagnent, ce type de voyage. Maintenant, nous avons vu ce qu'étaient les caractéristiques de la féodalité, du système féodo-vassalique dans l'Empire germanique. Maintenant, on va voir quels sont les pouvoirs qui restent entre les mains de l'empereur et qui ne sont plus très nombreux. Alors pourquoi? Et là, il y a une différence manifeste avec l'Angleterre et avec la France. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier, je dirais, la féodalité comme un tout. La féodalité a des caractéristiques suivant les régions et suivant les époques. C'est ce qui distingue, je dirais, un historien d'un sociologue ou d'un politologue qui aurait peut-être tendance à modéliser ces systèmes, alors qu'un historien, il étudie bien entendu les phénomènes aussi dans leur singularité, ce qui n'empêche pas de chercher à modéliser, hein, mais il insiste quand même sur les différences qui résultent de caractéristiques historiques propres à chaque région, justement. Alors la grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est quoi? À la fin, dans le dernier tiers et au début, le dernier tiers du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle, règne en France un souverain qui s'appelle Philippe II Auguste. Au moment où Philippe II Auguste installe un système d'archives, où il installe un système de baillis, qui sont donc des représentants sur le plan judiciaire du roi dans les provinces, et pas seulement sur le plan judiciaire, également sur le plan administratif. Alors que depuis 2 siècles, la monarchie française était partie, je dirais, de relativement bas, puisque les premiers rois de France de la dynastie des Capétiens ne possédaient réellement que l'Île-de-France, et encore un territoire restreint de l'Île-de-France, depuis 987, lorsque Hugues Capet succède au dernier roi carolingien, Louis V. Les successeurs de Hugues Capet, Henri Ier, Philippe Ier, etc., puis Louis VI, Louis VII, ce sont, Robert Ier, j'avais oublié également, ce sont en fait des gens qui ne sont pas plus importants que certains de leurs grands féodaux. À cette époque-là, au XIe siècle, mais le comte de Flandre ou le duc d'Aquitaine, etc., sont des personnages plus importants que le roi de France. Pendant 1 siècle et demi, je dirais, ces petits rois de France font d'abord le ménage dans les terres qui leur appartiennent directement en propre et s'imposent lentement mais sûrement donc il aura fallu au moins 2 siècles pour se faire reconnaître véritablement comme le primus inter pares, c'est-à-dire le premier des féodaux. Ils ne l'étaient que théoriquement, mais à partir de Philippe Auguste, ils le deviennent pratiquement. Ils sont reconnus parce qu'il y a un rapport de force qui existe. Donc, en France, dans le royaume de France, les rois partent d'un petit territoire sur lequel ils contrôlent véritablement pour arriver tout doucement à exercer réellement leur suzeraineté sur l'ensemble des grands féodaux,
Alors qu'en Allemagne, c'est juste le contraire qui se produit. En Allemagne, on a un empire où l'empereur dispose de vastes pouvoirs, en particulier au Xe, XIe siècle, à l'époque d'Othon Ier, à l'époque d'Othon III, encore au XIe siècle, sans trop de problème. Alors que quand on arrive avec Frédéric Barberousse, Frédéric Ier Barberousse, qui est empereur de 1152 à 1190, et puis, après les empereurs pas très importants, on arrive à Frédéric II, son petit-fils, qui règne, en tout cas officiellement, à partir de 1210 jusqu'à 1250, donc on peut résumer Frédéric Ier, c'est la deuxième moitié du XIIe siècle, Frédéric II, c'est la première moitié du XIIIe siècle. À ce moment-là, le pouvoir impérial, malgré ces deux grands empereurs, prend une orientation qui est diamétralement opposée à celle des rois de France, ou plutôt de la monarchie française, pour être plus exact. Frédéric II, en 1220 et en 1231, alors qu'on n'a pas dû le lui arracher, va dans deux privilèges, dans deux actes vraiment décisifs, lâcher l'essentiel de sa souveraineté aux princes ecclésiastiques, ça c'est en 1220, et en fait c'est la suite d'un deal pour soutenir la candidature de son propre fils à l'Empire, et puis il a fait de nous la même chose 11 ans plus tard, en 1231, avec les princes laïcs. Donc c'est l'empereur lui-même qui va, donc je parle toujours de Frédéric II ici, qui va en fait détacher de la fonction impériale la souveraineté qu'il exerçait jusqu'alors. Donc vous voyez, c'est le processus inverse de la France. En France, on va de plus en plus vers un État centralisé, je dirais, dont l'apogée est constituée par le règne de Louis XIV dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, alors qu'en Allemagne, on a eu des empereurs puissants qui, progressivement, et surtout grâce à la suite de ces deux actes de la première moitié du XIIIe siècle de Frédéric II, de ces empereurs qui vont donc lâcher. Et donc, on passe d'une période de relative, je dis bien relative centralisation, ou en tout cas d'un pouvoir fort d'empereur, vers en fait un pouvoir de plus en plus déliquescent. Et c'est ainsi que, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle en Allemagne, vous aurez le fameux grand interrègne qui dure un quart de siècle. Et puis finalement, c'est un obscur comte qui est Rodolphe de Habsbourg, qui va devenir empereur. C'est un personnage pas important du tout, mais qui est à l'origine, qui est le fondateur d'une grande dynastie qui tiendra jusqu'en 1918, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Autrement dit, dans la première moitié du XIIIe siècle se joue le destin d'un pays, parce que si vous y réfléchissez bien, j'ai tracé très rapidement l'histoire politique de la France en vous disant, voilà, vous allez avoir le sommet de cet État centralisé dans la deuxième moitié du XVIIe siècle avec Louis XIV, on pourrait dire que l'apogée, c'est bien plus tard, ce sont les Jacobins en 1793-94, et plus encore, c'est le règne évidemment de Napoléon, qui est évidemment le couronnement de la politique centralisatrice des rois de France, qui s'est faite progressivement. Le premier, je dirais, souverain
à véritablement être puissant et centralisateur, c'est Philippe d'Auguste, à cheval sur le XIIe, XIIIe siècle. Un siècle plus tard, dans le siècle qui va suivre, vous aurez évidemment Saint-Louis, Louis IX. Au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, vous aurez Philippe IV le Bel, et puis on va continuer vers, je sais pas, Louis XI, deuxième moitié du XVe siècle, François Ier, bien sûr, première moitié du XVIe siècle, et puis alors on arrive, bon, 14, alors là je fais toute l'histoire de France, hein, ce n'était pas l'objectif de mon cours aujourd'hui. Alors qu'en Allemagne c'est le contraire, c'est juste le contraire. Qu'est-ce qui va se passer en Allemagne? Eh bien l'Allemagne va être, l'Empire germanique va être morcelé entre une multitude d'États. La succession impériale va être définie en 1356 lors de la promulgation par Charles IV, l'empereur Charles IV, de la célèbre bulle d'or. Et à partir de ce moment-là, il y aura 7 grands électeurs, 3 électeurs ecclésiastiques et 4 grands électeurs laïques. Et je dirais, vous allez avoir donc 300 États en Allemagne, 300 États. J'aurais pu vous sortir la carte, mais bon, je ne sais pas si... Enfin, je pourrais le faire après ce cours-ci, parce que la déballer maintenant, ça risque de faire un peu de bruit et de compliquer les choses. Mais j'ai une carte de cette époque-là, où on voit que l'Allemagne, c'est un véritable gruyère, avec des tas de couleurs différentes, en tout cas sur la carte que je vais vous montrer tout à l'heure. Et on voit que, voilà, c'est une mosaïque d'États. Les choses vont s'accentuer encore au lendemain du traité, enfin de la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648. Au lendemain de cette guerre de 30 ans, vous avez les fameux traités de Westphalie, traités de Münster et d'Osnabrück. Et là, on va avoir 400 États, tenez-vous bien, 400 États. Les choses vont être rationalisées par Napoléon. Au lendemain de la bataille de Wagram, donc en 1806, le Saint-Empire romain de la nation germanique disparaît et dissout au profit de la Confédération du Rhin, dont Napoléon est le protecteur. Il n'y a plus à ce moment-là qu'une trentaine d'États, sauf erreur de ma part, en Allemagne. Le Saint-Empire donc, romain de la nation germanique disparaît en 1806. Il va renaître sous une autre forme début de l'année 1871, lorsque Bismarck proclame dans la Galerie des Glaces à Versailles le Second Reich allemand, qui tiendra donc jusqu'au mois de novembre 1918. Et alors vous connaissez la suite, il faut attendre 1933 pour que Adolf Hitler proclame le Troisième Reich, le troisième État, le Troisième Empire, qui tiendra jusque donc au mois de mai, début mai 1945. Voilà. Donc, vous voyez que à partir de la première moitié du XIIIe siècle, la féodalité a gagné. Elle a gagné, la féodalité. Le pouvoir impérial s'est a quelque part implosé. Mais le pouvoir impérial a joué un rôle actif là-dedans, puisque je vous ai dit le rôle qu'a joué en 1220, en 1231 Frédéric II de Hohenstaufen. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Frédéric Ier et Frédéric II appartiennent à cette dynastie des Staufen, S-T-A-U-F-E-N, Staufen, cette dynastie donc qui est contemporaine au succès de la féodalité. Alors remarquez que en 1871, lorsque le Deuxième Empire est proclamé à Versailles par Bismarck,
il ne s'agit pas d'un empire unitaire, il s'agit d'un empire fédéral, puisque à côté du roi de Prusse, qui est en même temps empereur d'Allemagne, subsistent toujours des royaumes. Hein. Il y a toujours le royaume de Saxe, il y a toujours le royaume de Bavière, il y a toujours le duc de Bade, il y a toujours toute une série de principautés, de duchés, jusqu'en 1918. Après 1918 jusqu'en 1933, c'est de nouveau un État fédéral. Donc la seule période où l'Allemagne a été centralisée, c'est finalement à l'époque du nazisme, entre 1933 et 1945. Parce qu'après 1945, vous avez l'occupation par les Alliés jusqu'en 1949, et puis après, de 1949 jusqu'à nos jours, l'Allemagne, qu'il s'agisse de l'Allemagne occidentale, et puis à partir de 1991, l'Allemagne orientale, l'Allemagne de l'Est, qui va être en fait annexée dans les faits, on dit réunie, mais en fait elle va être annexée par l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne est un État fédéral. Lorsque vous voyez Angela Merkel à la télévision, elle est chancelière fédérale. Hein, elle n'est pas premier ministre, comme l'est par exemple Manuel Valls en France. Il y a beau y avoir eu la régionalisation en France, mais ça reste un État quand même très centralisé, la France. Donc vous voyez que depuis le XIIe siècle, même la fin du XIe siècle, jusqu'à Hitler, l'Allemagne connaît, et alors l'accélération se fait dans la première moitié du XIIIe siècle avec le succès de la féodalité, l'Allemagne est un État morcelé qui va prendre des formes fédérales. Au XIXe siècle, l'Allemagne devient un État fédéral, alors que, non, oui, on peut dire que ça devient un État fédéral à partir de 1871. Jusque-là, l'Allemagne est un État confédéral. À l'époque de la Confédération du Rhin et à l'époque de la Confédération germanique qui succède à la Confédération du Rhin de 1815 à 1871, hein, il s'agit d'une confédération comme la Suisse. Et puis vous avez de nouveau, vous avez un État fédéral, et alors cette courte période de 12 ans, qui est celle du nazisme, période centralisée, c'est un État très centralisé, l'État nazi, et puis de nouveau, époque fédérale. Donc vous voyez l'intérêt d'étudier l'histoire, d'étudier le Moyen-Âge, tout simplement, parce qu'on dit toujours, mais à quoi ça sert d'étudier la féodalité en Allemagne? Eh bien, ça sert parce que ça vous aide à comprendre d'où vient et d'où émerge la notion d'État fédéral ou d'État confédéral. Ça remonte en fait donc au XIIIe siècle. Et donc, il y a une opposition radicale quand on compare la chronologie et les caractéristiques de la France et de l'Allemagne. Je ne vais pas répéter une troisième ou une quatrième fois ce que j'ai dit précédemment, mais si j'ai tapé sur le clou, c'est que ce soit vraiment clair dans votre tête. Hein. Centralisation montante en France, et en Allemagne, au contraire, c'est même pas décentralisation, c'est éclatement, morcellement de l'Allemagne complète. Hein. Alors, que reste-t-il du pouvoir de l'empereur, finalement? Que reste-t-il du pouvoir de l'empereur à partir de Frédéric Barberousse, je dirais même de Frédéric II de Hohenstaufen. Alors, sur le plan fiscal, l'empereur a la possibilité de lever encore un certain nombre d'impôts, mais il vit essentiellement du sien, un petit peu comme le roi de France au XIe ou XIIe siècle, c'est-à-dire des revenus du domaine. Sur le plan militaire, Frédéric Barberousse, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, doit faire appel à des mercenaires qui coûtent cher, alors qu'il avait encore théoriquement la possibilité à ce moment-là, puisqu'on est avant 1231,
il avait encore la possibilité à ce moment-là de faire appel à ses vassaux. Sur le plan judiciaire et sur le plan politique, il peut réunir encore des diètes, c'est-à-dire un parlement des princes de l'Empire, alors diète générale ou diète locale, sur le plan maintenant, en ce qui concerne sur le plan militaire aussi, l'empereur garde la possibilité de décréter la paix de Dieu. Alors la paix de Dieu, c'était un système que s'était arrogé l'empereur d'Allemagne, la même chose en France, qui obligeait à certains moments, alors là c'était plutôt la trêve de Dieu, mais la paix de Dieu, que tout le monde ne puisse plus prendre les armes. Alors, à l'origine, c'est fait bien entendu dans le cadre des préceptes de l'Évangile, l'amour du prochain, l'aide aux plus faibles, l'aide à la veuve et à l'orphelin, de telle manière qu'ils ne soient pas constamment dans l'inquiétude. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que quand je résume maintenant les trois pouvoirs dont dispose encore l'empereur et qui sont bien faibles par rapport à ce qu'il avait pu avoir précédemment, que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan judiciaire ou politique ou sur le plan militaire, donc il ne reste plus grand-chose. La suite, je vous l'exposerai en fait dans un cours la semaine prochaine qui sera consacré aux institutions de l'Empire germanique du XIVe au XVIIe siècle. Nous allons étudier comment fonctionnent les institutions centrales de l'Empire, même si je vous ai dit que cette notion de centralité ou de centralisation, il n'en reste plus grand-chose. Donc on va étudier le rôle des diètes pendant la fin du Moyen-Âge et au temps moderne. On va voir quel est le rôle des différents princes, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques. On va voir qu'il y a des tribunaux d'empire, on va voir également qu'il y a des cercles d'empire. Ça, ce sera l'objet du prochain cours la semaine prochaine. Je vous montre maintenant quelques livres. Alors, tout d'abord sur la féodalité, de François-Louis Ganshof. Qu'est-ce que la féodalité ? C'est un ouvrage de base, un grand classique, qui est un petit peu dépassé parce qu'il date de 1944, il est écrit pendant la guerre. Moi j'ai la chance d'avoir un exemplaire de l'édition originale. Vous en avez aussi ici une autre édition, parce que moi je suis un petit peu collectionneur, donc j'aime bien comparer les éditions entre elles. Enfin, c'est pas parce que je suis collectionneur, c'est parce que je m'intéresse à l'histoire de l'historiographie. Et donc j'aime bien voir un petit peu comment les concepts évoluent. Vous pouvez trouver cet ouvrage, bien entendu, dans des collections plus récentes. Si vous voulez avoir ce même ouvrage, il existe aussi dans la collection plurielle chez Hachette. Voilà. Donc vous pouvez en avoir une édition récente. Qu'est-ce que la féodalité ? François-Louis Ganshof était un élève, le plus célèbre élève de Henri Pirenne, qui est le grand médiéviste belge, décédé en 1935 ou 36, je ne sais plus. Alors, je crois que c'est 35. Alors, de Marc Bloch, aussi une grande célébrité parmi les médiévistes, lui il est mort en juin 1944 comme résistant, il a été fusillé par les Allemands. Alors, la société féodale, alors ici les deux tomes sont réunis dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel. Ça ne concerne pas que les aspects institutionnels ou sociaux, mais aussi l'histoire des mentalités. De Robert Boutruche, Seigneurie et féodalité, le premier âge des liens d'homme à homme. Je vous ai apporté ici le tome 1, chez Aubier. Je crois bien que c'est le tome 1 que j'ai apporté, il me semble. Oui, c'est bien ça. Il y a un deuxième volume après ça. Alors, la mutation féodale, 10e, 12e siècle de Poly et Bournazel plutôt.
dans la collection Nouvelle Clio, aux presses universitaires de France. De Guy Fourquin, qui enseignait l'histoire médiévale à l'Université de Lille, Seigneurie et féodalité au Moyen-Âge aux presses universitaires de France. Alors, dans les cahiers de sciences et vie, ça peut vous aider, bien que ce soit très très général, mais enfin pour des préparations de son, je sais que vous êtes toujours demandeur de ce genre de choses. Alors, dans les cahiers donc, de sciences et vie, avril 2014, numéro 144, le temps des seigneurs, l'âge féodal. Vous pouvez le commander en librairie, hein, ça se trouve facilement. Donc ce n'est pas la féodalité, c'est le temps des seigneurs à l'âge féodal. Hein, je vous ai dit qu'il fallait bien faire une distinction entre seigneurie et féodalité, hein, tout à l'heure. Alors, sur des sujets qui sont importants, hein, que j'ai abordés par la bande, la guerre au Moyen-Âge de Philippe Contamine, collection Nouvelle Clio. Alors un grand classique de Kantorowicz, c'est la biographie qu'il a publiée de Frédéric II, de l'empereur Frédéric II. C'est la moitié du volume de ses œuvres ici en quarto Gallimard. Alors, de Francis Rapp, qui enseigna à Strasbourg, le Saint-Empire romain germanique d'Othon le Grand à Charles Quint. Othon le Grand, qui devient empereur en 962, et Charles Quint, qui devient empereur en 1519. Alors, de Michel Paris, Allemagne et Empire au Moyen-Âge, chez Hachette Supérieur. De Francis Rapp, alors là c'est pour la période qui suit celle dont je vous ai parlé, hein. Les origines médiévales de l'Allemagne contemporaine, de Charles IV, l'auteur de la fameuse Bulle d'or, à Charles Quint, donc 1346-1519, chez Aubier, collection historique. Et enfin, alors là c'est plus pointu, de Jean-Marie Meuglin, chez Droz, les ancêtres du prince, propagande politique et d'essence d'une histoire nationale en Bavière au Moyen-Âge, 1180-1500. J'ai dit